Vous avez forcément, comme moi dans votre imaginaire, des paysages grandioses de l'Ouest américain. Cette terre a toujours attiré des pionniers et des rêveurs en quête d'espace, de fortune et de liberté. À moi l'Ouest américain. À moi la route des grands espaces. Cette route de légende, d'asphalte et de poussière, je m'en vais l'arpenter sur 6000 km. Tel un pionnier, je traverserai des États au nom mythique. Nouveau-Mexique, Arizona, Nevada et Utah. Sur terre ou dans les airs, je partirai en quête des plus beaux paysages et des merveilles de l'Ouest. J'emprunterai tous les chemins. Et je tenterai de comprendre au cœur des ranchs ou des canyons pourquoi ici plus qu'ailleurs, les hommes portent tant de l'envie d'aller toujours plus loin et toujours plus haut. Sur cette route de l'Ouest, je m'en vais moi aussi réaliser mon rêve américain. Et je fais un pari. Je ne rentrerai qu'après avoir réalisé l'impossible. Je rêve de démarrer ce voyage dans les airs. J'ai toujours voulu survoler en montgolfière les cieux de l'Ouest et les fameux canyons. Voir la Terre depuis le ciel, c'est l'idéal pour prendre le pouls des grands espaces. Direction Gallup, dans le nord du Nouveau-Mexique. Cet état d'Amérique est le paradis du vent et des montgolfières. J'arrive à Red Rocks, le repère des fous des airs. Peter Procopio, un grand gamin de 70 ans, m'a donné rendez-vous ici. Salut, enchanté. Comment ça va aujourd'hui? Froidement. Il fait froid dans l'Ouest. Dans l'Ouest, il fait froid le matin et ça se réchauffe l'après-midi. Là, il ne fait encore que -6. Et là, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, on va tester les brûleurs pour être sûr que tout fonctionne et on va se préparer à voler. Tu veux venir voler? Peter a quitté New York il y a 30 ans. Il a pris lui aussi la route de l'Ouest, avec sa montgolfière et sa femme Colleen. Il y a un dicton dans l'Ouest qui dit « Je ne suis pas né là, mais j'ai débarqué le plus vite possible Pourquoi ? » Eh bien parce que tout le monde aime l'Ouest. C'est magnifique, un climat super, des gens merveilleux. Peter et Colleen invitent chaque année une centaine de pilotes à participer au Red Rock Rally, l'un des plus grands rassemblements de montgolfières de l'Ouest américain. L'un des plus beaux et l'un des plus techniques aussi. Chaque ballon devra survoler des canyons acérés. Allume le feu pour redresser la nacelle. Ok, c'est pas mal. Et c'est parti pour le 35e festival de montgolfière de Red Rock. Que l'aventure commence. C'est plutôt agréable, hein ? Oui, on va monter doucement et on va dériver au-dessus des rochers. Qu'est-ce qui rend ce vol si unique ? Ce qui est unique, ce sont les canyons et leur topographie qui influent la direction du vent. Dans l'ombre ici, vous pouvez voir comment on dérive lentement dans le canyon. C'est magique. Quand j'étais gamin, je rêvais de partir en lévitation, juste de m'élever au-dessus du sol et monter jusqu'au ciel. Et là, c'est exactement ce que je fais. Quand vous avez tous vos amis autour, ça rend le lieu encore plus beau. Moi aussi, je réalise ce rêve d'enfant. Voler comme un oiseau, à 150 mètres du sol, porté seulement par les caprices du vent. Il n'y a rien de plus beau pour débuter mon voyage dans l'Ouest. Je quitte Peter et son sourire de vieux sage en gardant précieusement ses conseils. Sur la terre des pionniers, il ne faut jamais perdre son âme d'enfant.
Justement, depuis tout petit, je rêve d'enfiler un chapeau, des éperons et de vivre comme un cow-boy. Je fonce vers l'Arizona, cet état immense, grand comme la moitié de la France, la terre des westerns. Je suis sûr qu'il se cache là-bas. Après 5 heures de route, j'arrive enfin à Coal Creek Ranch. Un ranch immense de 5000 hectares, écrasé par le soleil, caché entre deux collines et alimenté par un ruisseau. Me voici chez les cow-boys. À peine le temps de leur dire bonjour, que je dois déjà apprendre à me servir d'un lasso. C'est presque impossible de les attraper à main nue. Il vous faut une corde. Vous faites une boucle comme ça. Et vous leur passez autour du cou ou des pattes arrière. Ou les deux. Ce cow-boy au lasso, sorti tout droit d'un film, c'est Paul Schwenson, un éleveur à la tête d'un troupeau de 100 bovins. Il travaille ici avec des amis et ses parents Jean et Eric. Moi qui rêvais de vivre comme un cow-boy, je suis servi. Me voici dans l'enclos. Aujourd'hui, c'est marquage des veaux au fer rouge, un rite de passage un peu violent qui permet aux jeunes bêtes d'intégrer enfin la famille des cow-boys. Ça, c'est la preuve qu'ils sont à nous. C'est une marque déposée auprès de l'État d'Arizona. On utilise le double check. C'est inscrit au registre du marquage des éleveurs. Cette marque existe depuis 1886. Avec cette marque, tout le monde sait que ce sont les animaux de notre ranch. Sortez-la, sortez-la. Elle est dans ce troupeau, dans ce troupeau. Vas-y, ferme la porte, ferme la porte. Ça va? Eric le père, qui se prend une vache de plein fouet, ça n'a pas l'air de l'émouvoir. Ça fait partie de la vie des cow-boys, surtout quand on sépare les veaux de leur mère. Une journée à courir dans l'enclos. Je suis épuisé et surtout affamé. C'est dans la maison de famille au décor de western, sans lasso ni chapeau, qu'on se retrouve pour la soirée, autour d'une bière bien fraîche. Un saloon chaleureux. Je me sens presque chez moi. Voici des tamales pour ce soir. C'est de la purée de maïs, enroulée dans des feuilles de maïs. Ça, ce sont des haricots rouges, mijotés et recuits. Travailler avec les bêtes, ça vous fait brûler beaucoup de calories. Faut bien se nourrir pour être en forme. Et il n'y a qu'un seul repas par jour. D'habitude, il y a le petit déjeuner et le dîner. Le midi, on grignote une bricole. Tout le monde est affamé quand on arrive au dîner. Je prépare le dîner rapidement, car tout le monde a faim. Tiens, prends des haricots. Gamin, j'ai toujours rêvé de partager un feu de camp avec des cow-boys. La magie d'une douce fin de soirée. Le moment est idéal pour se raconter des histoires et pour s'interroger sur cette vie loin du monde. On aime cette vie, forcément, sous toutes ses facettes. Et c'est pour ça que je ne vais plus en ville. Je ne suis pas sûr d'y aller une fois par mois. Ça ne me fait pas plus envie que ça. On se sent isolé ici, non? Oui. Oui, on se sent isolé. Et c'est génial. Pourquoi c'est si génial? Il n'y a pas grand monde. Les gens ne s'entendent pas bien entre eux. Vous avez dû le remarquer. Plus on met de gens dans un petit espace et plus il y a de conflits.
Et ce n'est pas pareil avec les vaches? Non, non, pas du tout. Bercé par le silence de la nuit, je m'en vais moi aussi méditer ces bien belles pensées. Le lendemain matin, c'est un air de country qui me réveille. Encore une histoire de chevaux et de lasso. While I was out riding, the graveyard shift midnight till dawn. The moon was bright as a reading light for a letter from an old friend back home. He asked me, why do you write for your money? And why do you wrote for short pay? Cette chanson de country dans la tête, je retrouve Paul et Eric, occupés à ferrer leurs chevaux devant les écuries. Une grande journée nous attend. On doit aller chercher une partie du bétail égaré dans les montagnes, de l'autre côté du ranch. Dans notre famille, on a toujours voulu vivre comme cela, en faisant ce genre de choses. On a économisé de l'argent, et ça nous permet de vivre notre rêve. Personne ne nous a dit que nous n'avions pas le droit. Je crois que c'est ça le rêve américain. Il appartient à chacun de transformer son rêve en réalité. Personne ne peut vous en empêcher. Avec émotion, je quitte Paul et sa famille, comme on quitte des amis. Mais je dois partir. Beaucoup de surprises m'attendent sur la route. Quand on pense aux cow-boys, on pense forcément aux Indiens. Leurs légendes sont liées. Les Amérindiens étaient là bien avant les pionniers. Ils peuplent l'Amérique du Nord depuis 20 000 ans. Ils sont l'âme du pays. Et de l'Arizona qui compte 21 tribus. Bonjour. Salut Cisco, ça va? Oui? Prenons la route. Enchanté. Je suis ravi. Où se trouve Monument de Valley? 33 km vers le nord. Route 163. C'est une belle journée, non? Cisco appartient à la tribu des Navajo. Il est né ici, sur cette terre majestueuse, où trône Monument de Valley, le décor de western le plus célèbre de la planète. Le parc est administré par la nation Navajo pour préserver la nature, les sites archéologiques, les troupeaux, la faune et la flore. Nous y sommes, Monument de Valley. Prends cette route pour descendre dans le parc. Cette boucle fait 27 km. Le premier quart de mile, qu'on nomme le chemin des Suisses, a été construit en 1938 pour les besoins du tournage du film La Chevauchée fantastique avec John Wayne. Et d'ailleurs, on l'emprunte encore pour descendre dans la vallée. Qu'est-ce que tu ressens quand tu viens ici? C'est magnifique. Et ça change tout le temps. En fonction des heures, des ombres, des lumières, en fonction des saisons, hiver, printemps, été. C'est vraiment beau et spirituel. Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Tu es proche de notre mère nature et ça te fait du bien. Cette terre nous appartient, la mère nature. Et ces formations rocheuses, c'est sublime. Ce décor de western, chargé de spiritualité, me donne envie d'en savoir davantage sur les Indiens, sur leur culture, leur lutte, leur victoire. Cisco me conseille de descendre vers Phoenix pour aller rencontrer la tribu des Yavapai. Après 5 heures de route, j'arrive sur leur terre, à Fort McDowell. Il y a 35 ans, l'État d'Arizona prévoyait la construction d'un barrage qui aurait englouti toutes les terres de leur réserve. Les Yavapai se sont battus, ont résisté. Ils ont marché durant 100 jours à travers l'Arizona, puis ont obtenu gain de cause, terminé tout projet de barrage. Pour marquer ce triomphe, Cornelius et les Yavapai
invite chaque année une cinquantaine de tribus indiennes venues de toute l'Amérique. Me voici au cœur de la fête, où le costume traditionnel est obligatoire. C'est bien la peinture sur mon front? Ouais, c'est pas mal. Quel type d'animal vous utilisez pour ça? La coiffe est en poil de porc épic. Et l'ornement vient de leur fourrure. Mon costume, c'est l'histoire de notre création. C'est la représentation de Skarganja, qui veut dire dans notre dialecte le vagabond. Dans l'histoire de notre tribu, on raconte que son corps aurait été coupé en deux. Une moitié appartiendrait aux nuages et aux éclairs, et l'autre moitié appartiendrait au soleil, représenté par des points noirs. C'est cela que représente ma tunique. Avec toutes ces couleurs, ces peintures tribales et ces cris guerriers, je fais un bond dans le passé. Et comme dans toutes les belles histoires de chefs et de tribus indiennes, on finit par s'unir autour d'un powo, la danse ancestrale. C'est comme une célébration de la vie. Un powo, c'est quelque chose que l'on fait pour se réunir et s'amuser. Ça représente le battement de cœur de l'univers. Quand on chante, on est censé le faire à l'unisson sur le même rythme. Et si on réussit à chanter tous ensemble, d'une seule voix, nos prières pour le Créateur sont plus audibles. Vous êtes fiers de jouer cette musique? Oui, très fiers. Parce que nous, les Indiens, avons été opprimés par le gouvernement. Le fait de se raccrocher à notre culture, à toutes les cultures, pas seulement celle des Yavapai, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Ce que j'aime dans notre culture et dans notre histoire, c'est que nous sommes persévérants. On ne se laisse pas faire. On se bat toujours pour ce que l'on croit être bon et on n'abandonne jamais. Ne jamais abandonner, ne jamais oublier sa culture et ses racines, mais poursuivre son chemin. Cornelius m'a donné envie d'aller encore plus loin. Je vais tenter d'atteindre le Grand Canyon, l'emblème de l'Arizona. Mais la route est longue, très longue, encore 450 km à parcourir. En voiture. Il est temps d'aller voir le Grand Canyon. Me voici embarqué avec Elias, un célèbre photographe. Avec Carla, sa compagne, plusieurs fois par mois, ils partent tous les deux sur la route, destination l'aventure. Encore 150 km et à nous la plus belle des merveilles de l'Arizona. Qu'est-ce que tu ressens quand tu conduis ici? Je dirais que c'est un sentiment de liberté. On aime partir à l'aventure. Tailler la route pour aller randonner. Découvrir de nouveaux lieux.
prendre des photos et sortir des sentiers battus. C'est aussi le moment idéal pour écouter de la musique. Je te mets un peu de blues? Elias a la folie du blues et des grands espaces depuis sa plus tendre enfance. Il a grandi ici, au cœur de l'Arizona. Aventurier, explorateur, il parcourt depuis 10 ans les parcs nationaux de l'Ouest américain. De l'Utah au Montana, du Nouveau-Mexique au Nevada. À la recherche de lumière divine à capturer pour les plus grands magazines américains. Pour Elias, le site le plus majestueux reste le Grand Canyon. Il faut l'avoir vu et l'avoir photographié une fois dans sa vie. Et la meilleure option pour en saisir l'immensité, c'est de le survoler. C'est incroyable la beauté du Grand Canyon. Vu des airs, c'est dingue. Je crois que je ne l'ai jamais vu comme ça. Ça permet de voir le travail d'érosion de l'eau sur les vieilles roches et les belles formes que ça dessine. C'est une expérience incroyable d'être ici et de contempler tout ça. Ça vous inspire pour prendre des photos? Oh oui, oui. C'est impossible de s'arrêter de prendre des photos quand on l'a sous les yeux. Ce colosse de la nature tient son nom de dimension hors norme. Creusé par la rivière Colorado, il s'étire en longueur sur 450 km et s'enfonce à 1600 mètres de profondeur. On n'en voit pas la fin. Non, non, non. Personne ne peut avoir une vue d'ensemble, à moins d'être pilote d'hélicoptère. Le commun des mortels peut passer sa vie ici sans jamais en voir l'intégralité. Le Grand Canyon me donne le tournis. J'ai du mal à poser mon regard sur un point, une roche, une crevasse. Histoire de m'imprégner de la magie du lieu, on doit poursuivre à pied, au bord du précipice. Ça, c'est Yaqui Point, l'endroit préféré d'Elias. Ici, les falaises tombent à pic vers le Colorado. Là, on a une très bonne lumière. Il y a un ciel clair qui donne une grande profondeur au canyon. On a un tas de possibilités pour capturer les jeux de lumière sur le relief. Regardez par là. Le soleil baisse de minute en minute et remonte le long des parois du canyon. Ça vous offre en permanence quelque chose de nouveau. On doit rester en alerte, en tant que photographe, pour ne pas rater le moindre cliché. Le soleil disparaît, j'aimerais le retenir pour prolonger ce face-à-face avec l'immensité. Heureusement, ici, les surprises sont sans fin. Même la nuit, le Grand Canyon change de visage. Bon, là, j'essaie juste de vérifier où se trouve le sol pour composer ma photo. Je ne sais pas vraiment où est la falaise, tellement il fait noir. Voilà. On arrive à deviner le relief, là.
Il y a un esprit ici, un esprit du paysage, une forme de vie et d'énergie. C'est quelque chose qu'on peut ressentir et qui est presque palpable. Si vous y êtes ouvert, ça viendra à vous. Je suis comblé d'avoir foulé l'un des trésors de l'Amérique. Mais il y en a un autre, caché dans le sol, que je rêve de dénicher. Le trésor des trésors. Celui qui attise toutes les convoitises dans l'Ouest depuis le 19e siècle. L'or. L'Arizona est peuplé de chercheurs d'or, qui creusent les sols jour et nuit et espèrent faire fortune. Je me rends dans la région de Kingman, connue pour ses mines abandonnées. Et enfin, je mets la main sur Rita Atkins, surnommée Gold Lady, la femme en or, une légende de l'Ouest, déjantée. Il paraît qu'elle trouve de l'or plus vite que son ombre. Ah, ça sent bon. C'est quoi ce son? C'est un joli son qui donne le sourire. Je vois quelque chose qui brille. C'est plein de terre. Je dois lui cracher dessus. Ce n'est pas très féminin. Voici une pépite d'or. La première de la journée. J'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. On trouve beaucoup d'or ici? Oh oui. Chaque fois que je viens ici, je repars avec de l'or. C'est un bon endroit pour l'or. Qu'est-ce qu'on ressent quand on en trouve? Tu en veux toujours plus. Il te faut une petite boîte vide en plastique. L'or est lourd, ça fait du bruit. Maintenant, écoute ce son. Et après, tu fais ça. J'en ai une. La petite mélodie de l'or de Rita trouble depuis 25 ans le silence des déserts de l'Arizona. Avec ses amis, elle vient ici chaque week-end, par tous les temps, qu'il fasse 5 ou 40 degrés. Rien ne peut stopper un chercheur d'or. Ici, on se sent comme les pionniers qui sont venus chercher de l'or. C'est le plaisir de la chasse. Oui, c'est l'excitation, le frisson, celui de rechercher et de trouver. On garde tout ce qu'on trouve. Parfois, c'est difficile de se séparer de nos plus belles pépites. Ce sont celles qui valent le plus. Ça, c'est mon église. Vous ne vous sentez pas béni ici? Si vous voulez parler à Dieu, vous pouvez lui parler d'ici. Merci pour les pépites. Si le Dieu des chercheurs d'or existe, il doit s'appeler Rita Atkins. Elle a raflé la mise, avec 6 pépites d'or. Je n'en ai trouvé aucune. Du coup, j'irais bien faire fortune ailleurs, en reprenant la route. Mais Rita a un autre trésor à me dévoiler, son coin préféré, une ville chargée de légendes, abandonnée par les pionniers. En attendant, nous voici sur un autre mythe de l'Amérique, la célèbre route 66. La mère des routes, qui relie sur 4000 km Chicago dans l'Illinois à Santa Monica en Californie. La route 66, tout le monde la connaît. À l'époque, c'était la seule route possible pour atteindre ou quitter la Californie, la 66. Ça me fait plaisir de vous faire découvrir cette route. Il faut imaginer des vieilles voitures qui l'empruntaient. C'est incroyable.
Nos voitures tiennent bien la route, mais pas à l'époque. Les conducteurs devaient gravir ces montagnes. C'était la seule voie de passage. Je n'en crois pas mes yeux. La mythique route 66, tout en relief. Moi qui l'imaginais comme une longue ligne droite, je saisis mieux le frisson des bikers et des collectionneurs de vieilles cylindrées qui viennent se mesurer à la légende. Perdu au beau milieu de cette route 66, voici enfin Othman. L'histoire raconte qu'en 1863, Johnny Moss, un prospecteur, trouva ici 250 000 $ de pépites d'or. En quelques années, Othman vit débarquer des milliers de mineurs qui creusèrent des galeries au péril de leur vie. Aujourd'hui, cette ville n'est plus qu'un musée du Far West, hanté par une poignée de cow-boys et de touristes. Pourquoi aimes-tu cette ville ? Je ne sais pas trop. J'aime bien imaginer comment vivaient les chercheurs d'or à l'époque. Ils déambulaient dans les rues, ivres avec leur bière à la main. Tu imagines tout ça ? Si tu lis des histoires sur cette ville, tu apprendras que les mineurs ne gagnaient pas beaucoup d'argent. Les quelques dollars qu'ils amassaient partaient dans l'alcool. La vie n'était pas facile. C'était de la survie. Ils devaient travailler dans les mines car il n'y avait rien d'autre à faire. C'était juste pour se nourrir. Je comprends mieux avec Rita que la vie de ces pionniers était semée d'embûches. Je reprends ma route. Je dois trouver de belles histoires. Celles qui parlent de fortune et de gloire. Ça fait plusieurs semaines que je parcours les grands espaces. La solitude, ça me plaît, mais j'ai besoin de voir du monde. Las Vegas, me voilà. Dans cette ville, tout est permis. Des rêves simples aux plus fous. Gloire, fortune et paillettes. Je plonge dans cette fontaine de dollars. J'ai le tournis. Je me sens oppressé. Cette ville est démesurée. Construite en plein désert du Nevada, elle bat sans complexe tous les records. 40 millions de touristes par an. 150 000 chambres d'hôtel, 200 000 machines à sous. En une seconde, je pourrais vider mon compte en banque. Sous les lumières du jour, il y a toujours autant de bruit et autant de monde. Visiblement, Las Vegas ne dort jamais. Sur le strip, l'avenue principale, je fais enfin une belle rencontre. Un Français. Il se nomme Julien. Et c'est l'un des chefs cuisiniers les plus talentueux de la ville. Direction son restaurant. Grâce à lui, je vais peut-être découvrir un autre Vegas. Qu'est-ce que tu as ressenti la première fois où tu as mis les pieds ici ? Un petit peu le sentiment de... Je me demandais pourquoi j'avais choisi ici, comment ça allait se passer. Donc c'est vrai que c'est un peu l'effet que ça fait à tout le monde au début. Ce côté des mesures, ce côté où tout est brillant, il y a toujours quelque chose qui se passe. Et puis c'est aussi un rythme où les restaurants sont quand même pleins tout le temps, donc c'est quand même un rythme soutenu. Donc c'est assez impressionnant, c'était assez impressionnant au début. Mais il y en a pour tous les goûts. Après, ça reste quand même un budget quand on vient à Las Vegas. Mais il y a moyen de s'amuser, de bien manger sans se ruiner non plus. Et à l'effet inverse aussi, il y a moyen, si on veut, on peut dépenser 100 000 $ dans un repas. Julien est chef de cuisine du restaurant Guy Savoie, situé au cœur du célèbre César Palace, l'un des plus grands hôtels de la ville. Bonjour Alain, ça va ? Bonjour Julien, tu vas bien ? Très bien. Là, ça sent bon. Fini les hamburgers frites avalés sur la route. Au cœur des cuisines avec Julien, je vais enfin pouvoir parler gastronomie. Donc là, on est Rouget de Méditerranée. On a quand même des produits superbes.
Quand même des poissons d'exception, tout droit de France. Dans la ville des délires, tout est permis. Les meilleurs produits de la planète arrivent dans les cuisines du restaurant en moins de 24 heures. Des homards du Pacifique aux joyaux du Sud-Ouest. Ah. Et aussi les truffes noires du Périgord qui viennent d'arriver, premières de la saison. Elles ne sont pas encore très noires, mais je commence déjà à sentir un peu. C'est bon. Aujourd'hui, ils nous ont ramené des belles truffes blanches d'Alba, pleines en saison. Vraiment des produits magnifiques. Ça vient avec son prix, donc là, on est presque à 1000 $ pour 2 truffes. Donc, donc ça va nous servir à peu près pour une vingtaine de menus dégustation de truffes blanches. Donc là, on a le plat phare du restaurant, la soupe d'artichaut et truffes noires, sur le menu depuis plus de 20 ans. Allez. Ouais. Cet univers fait de luxe et de dollars, c'est son quotidien à Julien. Ce grand gaillard a grandi à Bordeaux, puis s'est envolé pour l'Amérique avec ses parents il y a 20 ans. À force de travail et d'envie, le voici tout en haut, à seulement 28 ans, chef d'un restaurant étoilé. Il y a quand même une pression qui m'exige vraiment à être toujours au top tous les jours, de m'assurer que la qualité du restaurant reste la même tous les jours. C'est vraiment un honneur, une fierté, c'est un rêve d'enfant qui se réalise en fait, quoi. Je pourrais rester là moi aussi, essayer de me lancer dans la gastronomie, tenter de décrocher le succès et réaliser mon rêve américain. Mais je crois que cette ville n'est pas pour moi. Je préfère la quiétude des grands espaces. Je quitte Las Vegas. De nouveau le calme, la route. Et les rencontres imprévues sur le bas-côté. Ça me manquait tout ça. Salut! Salut, ça va? Comment ça va? Qu'est-ce que vous faites là? On traverse le pays à vélo. Vous êtes d'où? On habite dans le Vermont. Et nous sommes partis depuis la Floride. Et vous allez où? On va à San Diego. Salut les mecs. Prendre la route pour vous, ça veut dire quoi? C'est un défi personnel. Et c'est très étonnant. Allez, salut! Je rêve de traverser Lake Powell, l'une des merveilles de l'Ouest. Une retenue d'eau gigantesque qui emprisonne des canyons et des fjords lunaires sur la rivière du Colorado. Des dizaines d'hommes se sont déjà perdus dans ce labyrinthe de plusieurs centaines de kilomètres. Mais j'ai quand même envie d'aller voir. Me voici enfin à Page, la porte d'entrée du lac. Ici, j'ai rendez-vous avec Clint, un aventurier, qui va tenter de me conduire au cœur des canyons. Nous sommes sur le lac Powell, dans l'enceinte du parc de Glen Canyon, au nord de l'Arizona et au sud de l'Utah. On va aller faire du kayak et du bateau dans l'un des trésors cachés de l'Ouest. On va se déplacer sur le lac en remontant le courant du Colorado. La rivière fait plus de 45 mètres de profondeur. C'est très profond. Nous sommes ici à Antelope Point. Nous allons à Padre Bay et à Labyrinth Canyon. Des canyons comme ça, il y en a 96. Ça fait 180 miles de long, à peu près 220 km. Avec ses dimensions hors normes, Lake Powell n'est pas un lac comme les autres. C'est l'œuvre de l'être humain, qui en 1963
a décidé d'emprisonner une partie de la rivière du Colorado pour alimenter en électricité les États de l'ouest du pays. On dit que ce lac immense, la deuxième plus grande retenue d'eau des États-Unis, aurait mis 17 longues années à se remplir. On s'enfonce dans les canyons, les rives se resserrent. Il nous faut continuer en kayak. On appelle ça la roche de sable des Navajos. Elle date de 180 millions d'années. Ça remonte aux dinosaures. Et ce que l'on voit, ce sont des dunes de sable. Les différentes couches se sont superposées les unes sur les autres et se sont sédimentées. Ce désert était plus grand que celui de Gobi ou du Sahara. C'est le paradis des explorateurs ici. Oui, c'est un paradis pour explorateurs, pour les familles, pour tous ceux qui veulent s'échapper et se sentir seuls. Il y a tellement d'espace ici que l'on peut s'y perdre. C'est un vrai labyrinthe? Oui, c'est un labyrinthe. Il n'y a aucun repère, aucune trace pour vous indiquer où aller. C'est à toi de décider pour voir jusqu'à quelle profondeur tu veux t'enfoncer. Il n'y a pas de limite. On peut même aller marcher après avoir navigué en kayak. Les activités qu'on peut pratiquer ici sont illimitées. Je ne m'arrêterai jamais d'explorer. J'ai aujourd'hui 28 ans et j'espère continuer jusqu'à l'âge de 88 ans. Et tu crois qu'une vie pourrait suffire pour tout explorer? Non, non, je ne le crois pas. Peut-être que si j'avais 2 vies, je pourrais explorer le lac dans ses moindres recoins. Peut-être. J'ai réussi avec Clint à trouver la sortie du labyrinthe. Il m'a donné envie de repousser toutes les limites. Sur les eaux, sur le bitume, dans les airs, à quoi ressemblera la fin de ma route? Je file vers l'Utah, une région truffée de nouveaux hors-la-loi, capable de prendre tous les risques pour défier cette roche rouge et or qui colore ma route depuis le début. Me voici enfin à Moab, dans l'Utah. 1600 mètres d'altitude, un air froid et sec, et le parfum d'une petite ville de montagne. Qu'est-ce que je vous sers? J'aimerais un expresso, s'il vous plaît. Je suis à la recherche d'alpinistes. Il y en a partout. Tu ne vas pas avoir à chercher très loin. Je file vers les sommets et voilà ce que je découvre. De nouveaux paysages, des arches en pierre sculptées par le temps et sur leurs crêtes des silhouettes. Je ne suis pas au bout de mes surprises. Tu veux qu'on aille jusqu'au sommet? C'est la Mecque de l'escalade ici. Les gens viennent du monde entier pour grimper ces rochers. Je mets enfin la main sur Larry Harp, un adolescent de 46 ans qui a passé sa vie accroché à un fil. L'homme n'a peur de rien. Il a défié les plus hauts sommets d'Amérique et a fini par poser ses cordes ici, dans l'Utah. Ce rappel, chaque fois que je descends, ça coupe le souffle. Tu pars d'un petit trou et tu te retrouves d'un coup dans l'immensité. Pendu à ta corde, c'est très excitant. Je pars avec Larry. À mon avis, il est capable de tenter l'impossible. 1 heure à rouler dans les montagnes et il décide de se garer. Fini l'asphalte. Terminer la voiture. Là, ça sent vraiment la fin de la route. Aujourd'hui, mec, je vais te faire voir mon spot secret. C'est génial, l'un des endroits que je préfère dans le désert. T'es prêt?
Pourquoi es-tu habité par cet esprit d'aventure? Ça te vient d'où? Qui sait? J'ai ça en moi depuis que je suis gamin. J'ai toujours eu envie de grimper dans les arbres. J'ai toujours voulu faire le mur pour explorer le voisinage. J'ai toujours eu ça dans mon sang. Je ne sais pas d'où ça vient. Le voilà. C'est ça ton terrain de jeu? Ouais, c'est là que je m'amuse. Avec la montagne La Salle, juste derrière. Mais c'est fou! C'est juste amusant. Tu dois essayer de ne penser à rien et d'évacuer les mauvaises ondes. Tu écoutes ta respiration. C'est ce que je fais. Je respire en rythme. Et souvent, je compte. Je laisse mon cerveau se concentrer sur ce que je fais en essayant de ne vivre que dans l'instant. Souvent, quand tu marches sur un fil et que tu te retrouves au-dessus du vide, tu ressens une grosse décharge d'adrénaline. Mais ce n'est pas ce que tu veux. Tu veux être calme et tranquille. Il faut faire quelques traversées, puis évacuer cette adrénaline pour mieux te concentrer et mieux te maîtriser. Marcher sur un fil, ça ne pose pas de problème. Mais marcher dans le vide, ton instinct te le déconseille. Le plus dur, c'est ça, de te convaincre de marcher au milieu de nulle part. C'est comme marcher dans le ciel. Je ne considérerais pas tout à fait cela comme voler. C'est comme être dans les airs, au milieu de nulle part, avec les pieds qui te maintiennent en équilibre. Marcher dans le vide comme Larry. Et si ce n'était qu'un signe, m'indiquant que cette route du rêve américain pourrait être sans fin? Si j'avais le choix, justement, quelle en serait la fin? Au cœur de cette terre qui lorgne vers les étoiles, dans ce pays où les hommes ont mis le pied sur la Lune, le rêve que nous réaliserons tous demain, il ressemblera peut-être à ça. Salut, bienvenue. Je suis le commandant Susan Jewell, équipage 158. Enchanté. Ça m'a pris du temps pour rejoindre la station Mars. Je sais, allez, entrez. Nous sommes sur la planète Mars. On est sur Mars, ou plutôt sur une simulation de Mars. C'est la station de recherche de la planète Mars et nous sommes des apprentis astronautes. Les apprentis astronautes simulent le fait de vivre sur une autre planète. Et dans ce cas, il s'agit de Mars. Ici, la géologie du désert de l'Utah est similaire à ce que l'on peut trouver sur Mars. Vous pourrez vous en rendre compte en sortant avec l'équipage. On essaie de voir comment serait la vie pour les humains le jour où ils vivront sur Mars et dans un espace confiné comme une capsule. C'est ce que devront vivre les premiers pionniers et c'est ce qu'on essaie de faire ici. Entrez dans le sas pour la décompression. Merci.
Ici l'équipage. On ouvre le sas. Vous croyez profondément que les hommes seront toujours des pionniers? Depuis la nuit des temps, l'humanité et l'espèce humaine ont toujours exploré. C'est quelque chose que nous avons tous en nous. La curiosité pour l'inconnu. Nous sommes des pionniers, des aventuriers. Nous avons ça dans les gènes. Nous sommes curieux. Vous rêvez d'aller sur Mars? Oui, je veux aller sur Mars. Si j'avais le choix d'être sélectionnée pour aller sur Mars, je serais la première, prête à embarquer. Et je dirais d'accord, allons sur Mars. La voilà la fin de ma route, aux côtés de ces hommes qui rêvent de s'envoler pour la planète Mars. Les premiers pionniers au 19e siècle ont tout quitté, leur famille et leurs racines, pour conquérir l'Ouest américain. Demain, ils partiront sur Mars, coloniser un nouveau monde. Je partirai peut-être un jour sur leurs traces. Plus d'asphalte, d'eau ou de poussière. Je quitterai l'atmosphère pour aller découvrir notre système solaire.